une base. Et donc, si EI est une base de E, alors à ce moment-là, j'ai une équivalence. Donc, F est injective si et seulement si la famille des F de EI est libre. Ok, donc faites un petit peu attention à ça. Quand on y réfléchit un petit peu, si on a compris les notions, c'est sûr qu'il ne peut pas y avoir d'équivalence avec juste quand on suppose juste que la famille est libre. Mais dans le doute, il vaut mieux savoir ça. Donc d'abord, on va montrer la première étoile. Donc, on suppose que la famille des EI est libre et que F est injective. Et donc, on veut montrer que la famille des F de EI est libre. Donc, comme d'habitude, pour montrer qu'une famille est libre, a priori, mon ensemble d'indices est infini. Donc, je fixe d'abord un entier. Je fixe n indices I1 jusqu'à In dans grand I. Et je fixe lambda I1 jusqu'à lambda In des scalaires. Et je suppose que la somme pour j allant de 1 à n des lambda ij f de i est égale à 0. D'accord? Et donc, je veux montrer qu'à ce moment-là, tous les lambda ij sont nuls. C'est ça que je dois vérifier quand je veux montrer qu'une qu'une famille est libre. Mais ici, je peux faire passer le f à l'extérieur de la somme par linéarité. Donc, j'ai que f de la somme pour j allant de 1 à n des lambda ij eij est nul. Et par injectivité de f, et ça me dit que ce qui est à l'intérieur, donc la somme elle-même est nulle. Mais maintenant, la famille DEI, elle est libre, et donc, ça veut dire que les lambda ij sont tous nuls. D'accord? Et donc, j'ai bien montré que à chaque fois que je prenais une combinaison linéaire des éléments de l'image, des images de f de i, eh bien, cette combinaison linéaire était nulle si et seulement si tous les lambda i étaient nuls. Et donc, j'ai bien la liberté. Donc, réciproquement, je suppose donc maintenant que, alors c'est pas une vraie réciproque, hein, l'hypothèse est plus forte, donc je suppose maintenant que la famille de EI est une base. Donc, dans le cas où la famille de EI est une base, on doit donc montrer l'équivalence entre F injective et la famille des F de EI est libre. Donc d'abord, il y a le premier point qui est que si F est injective, bah, la famille F de EI va être libre. Ça, c'est parce qu'on vient de le montrer dans le cas où la famille des EI était seulement libre. Donc là, on a une hypothèse plus forte, donc cette implication-là reste vraie. Ce qui est important, c'est sur la réciproque. Donc réciproquement, on suppose que la famille des F de EI est libre. Et on veut montrer que F est injectif. Donc en supposant aussi que EI est une base. Donc, bah, je prends un U dans E tel que F de U est égal à 0, un élément du noyau, et je veux montrer que U est égal à 0. Donc, EI, c'est une base de E, donc j'écris U dans cette base, donc U, c'est la somme pour I dans I des lambda I EI, où la famille des lambda I est une famille presque nulle de scalaires. Et donc, par hypothèse, on a donc 0 qui est égal à F de U. Le F, je le fais passer à l'intérieur par linéarité, donc c'est la somme pour I appartient à I des lambda I F de I. Mais on a supposé que la famille des F de I était libre, et donc, si j'ai 0 qui est égal à cette somme-là, ça me dit que tous les lambda I doivent être nuls. Et si tous les lambda I sont nuls, c'est que U est égal à 0. D'accord? Donc, c'est toujours des petits raisonnements simples, il n'y a rien de compliqué, mais c'est assez formateur, donc entraînez-vous à les faire sans regarder. C'est des raisonnements qui reviennent souvent pour comme ça des petites propriétés où on passe comme ça d'une hypothèse sur la liberté à une hypothèse sur la liberté, sur la liberté, sur l'injectivité, sur la surjectivité, la famille génératrice, etc. Monsieur, Oui. c'était pour savoir, elle intervient où la base ici, enfin les propriétés de la base. Pourquoi ici on peut pas faire ça avant? Bah parce que là j'ai utilisé que mon élément U du noyau, il pouvait s'écrire comme selon la base des lambda, selon la base des EI. Ah oui, c'est vrai, le family libre, c'est D'accord? En ok. fait, alors, pour être tout à fait rigoureux, pour cette partie-là, on a besoin que EI est libre. Et pour cette partie-là, on a besoin que, Génératrice, ok. enfin, on a besoin de génératrice, mais en fait, si elle est pas libre, l'hypothèse ne sera jamais vérifiée. Si, que je dis, c'est que si j'ai une famille qui est pas libre au départ, la famille donc si EI n'est pas libre,
ça implique que f de i n'est pas libre. D'accord? Donc en fait, quand je suppose que f de i est libre, c'est vrai que dans la preuve, on a l'impression que je suis juste en train d'utiliser que la famille est génératrice, mais en fait, la famille est automatiquement libre. Donc ça, pourquoi c'est vrai? Parce que si EI, je crois que c'est un des trucs qui est écrit en fait. Euh... Ta, 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 ta. Non, en fait, ça, c'est pas écrit. Ouais, j'aurais pu l'écrire. Donc, si vous avez une famille de vecteurs au début qui est liée, alors vous prenez une relation entre les vecteurs. Donc, vous écrivez que somme des lambda i EI est égale à 0. Et ça implique, donc avec des lambda i qui sont pas tous nuls, et ça implique que la somme des lambda i f de i est égale à 0. Donc, si vous avez une famille qui au début n'est pas libre, alors son image non plus n'est pas libre. Donc, en fait, ici, on n'est pas en train de, on est en train d'écrire les hypothèses optimales. Donc, on utilisera toujours ce truc-là dans la réciproque, dans le cas où on a une base au début. Ok? Ok. Voilà. Et donc, le corollaire, donc on a fait les familles génératrices, on a fait les familles libres. Et donc, le corollaire, il est sur les bases. Donc, si j'ai une application linéaire et que je suppose que j'ai une base au début, alors f est un isomorphisme. Donc, je rappelle, ça veut dire f est bijective, si et seulement si la famille des f de i est une base. D'accord? Puisqu'on a vu que f allait être injective si et seulement si la famille des f de i était libre. Et on a vu que f serait surjective si et seulement si la famille des f de i serait génératrice. Donc f va être les deux à la fois si et seulement si la famille des f de i est les deux à la fois, c'est-à-dire libre et génératrice. Ok, donc il faut vraiment que ce soit clair que la liberté c'est associé à l'injectivité, la génératrice à la surjectivité et donc les bases aux isomorphismes. Quoi. Il faut y penser un peu comme ça. Les théorèmes précis, normalement avec un peu d'habitude, il n'y a pas trop de problème pour savoir ce qui est vrai, etc. Mais en tout cas, c'est souvent, c'est le plus souvent, c'est ça qu'on utilise. Hein. On montre qu'une application est bijective en montrant que une base est envoyée sur une base. Ok, en gros, c'est ça, mais de temps en temps, juste les trucs qu'on a dit sur liberté ou génération sont aussi importants. Ok. Et donc, on finit ce chapitre par un petit théorème. Donc, ce théorème-là, comme j'écris à la fin, il faut le mettre en parallèle avec celui qu'on a donné en termes de restriction d'une application à des sous-espaces. Donc, je rappelle ce que disait ce théorème-là peut-être avant. Donc, on considérait E décomposé en une somme directe de EI. Et en gros, ce qu'on disait, c'est que ce donné F qui va de E dans un espace vectoriel E', ou ce donné F restreint à EI, donc qui va de EI dans E', pour tout I, c'est pareil. Donc c'est pareil au sens où si j'ai deux applications linéaires qui coïncident sur tous les EI, alors elles vont coïncider. Et par ailleurs, si je définis une application sur chaque EI, donc de EI dans E' pour chaque EI, eh bien il existe une application qui va être automatiquement unique sur E, telle que la restriction de cette application sur E au EI est égale aux applications qu'on a prises précédemment. Ok, donc ça c'était un théorème qui nous disait que donc du coup, quand on a une décomposition d'un espace en somme directe, en somme directe de supplémentaire, eh bien on peut définir une application simplement en définissant ce qu'elle vaut sur chacun des espaces supplémentaires. Et donc là, on a le même genre de théorème, c'est juste qu'on n'a plus des sous-espaces, mais on a on a une famille, on a une base de notre espace. Donc le théorème est le suivant. Donc je considère une base de E et à l'arrivée, je considère n'importe quel élément. D'accord? N'importe quel élément de F. Eh bien, ça me dit qu'il existe une unique application linéaire qui, en les éléments de la base, va valoir ce qu'on veut.
D'accord? Il existe une unique application linéaire f de E dans f, telle que pour tout i, f de i est égal à fi. D'accord? Donc là, j'ai vraiment besoin qu'on ait une base pour faire ça. Donc plus précisément, la liberté de EI va me dire que l'application existe et le fait que EI est génératrice va me dire qu'il y a unicité. D'accord? Mais on n'a pas besoin d'être aussi précis. En pratique, on l'utilisera quasi exclusivement qu'avec des bases. Si on a besoin dans un truc plus général, on le refait à la main. Et donc, quand on a une base, on a directement qu'il existe une unique application linéaire. Donc, bah, pour ça, on va raisonner par analyse-synthèse. On commence à être habitué, même si ici, c'est pas pour montrer un truc de somme directe. Mais donc, on cherche une unique application qui vérifie quelque chose. Bah, on voit d'abord quelle doit être la formule de cette application, ça prouve l'unicité. Et ensuite, on vérifie que cette formule-là convient. Donc pour ça, donc je suppose qu'une telle application existe. Si x est dans E, x peut s'écrire comme la somme des xiei, où les xi, c'est les composantes de x selon la base ei, et donc c'est une famille presque nulle de scalaires. Par linéarité, f de x, c'est la somme pour i dans i des xi f de ei, mais comme on veut que f de i soit égal à fi, donc c'est la somme pour i dans i des xi f i. Donc, si f existe, bah, nécessairement, elle est donnée par f de x est égal à la somme des xi fi. Réciproquement, donc ça prouve l'unicité puisque bah, j'ai pas le choix de la formule. Réciproquement, je définis f par cette formule-là, donc f de x est égal à la somme pour i dans i des xi f de i, où xi est défini comme la ième composante de x dans la base des ei. Et alors, bah, vous vérifiez immédiatement, y a rien à faire, que f est linéaire. Et bien sûr, c'est fait pour f de ei. Bah, c'est ei, il s'écrit ei, il s'écrit 1 fois ei. D'accord? Donc ici, les xi qui correspondent à ei, bah, c'est juste 1 devant ei et 0 devant les autres. Donc on a bien f de i égale à fi pour tout i dans i. Et donc ça prouve bien ce qu'on veut. Donc vraiment, ça c'est important d'y penser. Quand vous avez une base d'un espace, bah, au final, une application linéaire, vous pouvez la définir élément par élément. Donc c'est vraiment puissant parce que ça vous dit d'une certaine façon que une application linéaire, elle est juste déterminée par l'image de, si j'ai une base de n éléments, disons, si j'ai une base à n éléments, ça me dit qu'une application linéaire, elle est déterminée par l'image de n vecteurs. Dès que je connais ces n vecteurs, eh bien je connais l'application. D'accord? Donc on va en faire énormément de choses de cette remarque-là quand on va faire la théorie de la dimension et puis les matrices et tout ça, mais tout de suite, vous devez saisir que du coup, on réduit considérablement le problème, puisqu'a priori, on avait une application compliquée, mais qu'en fait, on est en train de dire, bon, bah, on doit juste regarder l'image juste d'un nombre, peut-être infini, mais en tout cas d'un nombre précis de vecteurs des éléments d'une base. Ok. Donc, ceci conclut le cours avant la partie sur la dimension. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur ce que je viens de raconter, mais plus généralement sur tout le chapitre d'algèbre linéaire, notamment en prévision d'école de cet après-midi. Donc là, je vous écoute, c'est le moment. Monsieur, Oui. la dernière remarque que vous avez faite, c'est parce que en fait, ce qu'on va trouver, c'est tous les xi, c'est les xi qui vont déterminer l'application f. C'est pas les xi, les ei. Enfin, je sais pas, ça dépend ce que tu veux dire. Ce que je dis, c'est que si tu connais les images des ei, eh bien, tu connais tout. Tes ei, ça forme une base de grand E. D'accord? Oui. Donc, eux, tu supposes que tu connais leur image par petit f. Eh bien, ce que je dis, c'est que maintenant, tu connais l'image de n'importe quel élément, de n'importe quel vecteur de E. Simplement parce qu'un vecteur de E, x, tu vas pouvoir l'écrire comme une combinaison linéaire des ei. Et donc, maintenant, bah, tu sais qui est l'image, c'est la combinaison linéaire des fi correspondants. Ah, d'accord. D'accord? Donc, évidemment, tu as besoin, tu dois être capable pour faire ça, de décomposer un vecteur selon la base des ei. D'accord? Mais si tu arrives à le décomposer, du coup, tu arrives à écrire son image. D'accord. Ok? Merci. Monsieur? Oui.
Vous pouvez redescendre pour voir le truc en rouge que vous avez écrit à la main. Ouais. Oui, donc ça c'est ce qui était dans la partie sur les espaces supplémentaires. Donc ce qu'on avait dit, c'est que se donner une application de E dans E', une application linéaire de E dans E', c'était la même chose que se donner n applications de chaque EI vers chaque E', vers E', pardon. L'espace d'arrivée est toujours le même. Je vais revenir peut-être à ce slide-là. Il y a déjà un certain temps, mais donc voilà. Donc ça, c'était dans le cas, c'était ce théorème-là dans le cas de deux espaces. Donc on disait que si je prends une application linéaire de E dans E', que j'ai F et G, donc ici j'avais E égale F plus G en supplémentaire. Donc ça me disait que si j'ai une application linéaire de E dans E' et que je la restreins d'abord à F puis à G, eh bien ceci me donne un isomorphisme. Donc dit autrement, quand j'ai une application de E dans E', si je connais sa restriction à F et à G, eh bien j'ai pas le choix. Et par ailleurs, dès que j'ai une application de F dans E' et une application de G dans E', je peux reconstruire à partir de ces restrictions, je peux reconstruire ma fonction. D'accord? Donc ça, c'était dans le cas de deux espaces supplémentaires. Et on avait plus généralement, dans le cas de P espaces supplémentaires, voilà, si ma fonction linéaire, mon application linéaire est uniquement déterminée par sa restriction aux espaces qui sont supplémentaires. Simplement, je répète encore une fois comment ça marche, c'est parce que vous dites que n'importe quel x dans E, vous allez l'écrire de façon unique comme une somme d'éléments des EI. Sur les EI, vous savez ce que doit valoir votre fonction, et donc vous savez ce que vaut votre fonction évaluée en x. Ok, puisque par linéarité. Donc c'est exactement la même preuve dans le cas où on a P espace en somme supplémentaire, et quand on a une base, on pourrait presque considérer que l'un est un cas particulier de l'autre, mais on peut aussi voir ça comme des théorèmes différents, c'est pas très important. Est-ce que c'est plus clair? Oui, merci. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, on a encore le temps de poser des... Ouais. Est-ce que vous pouvez expliquer juste le dernier théorème, parce que je l'ai pas très... Le dernier théorème, il te dit que si tu as une base de E, eh bien, quand tu cherches à définir une application linéaire de E dans F, en fait, tu dois juste choisir des éléments tu dois juste choisir des images pour les éléments de la base. Si tu as choisi les images des éléments de ta base, en fait, tu as une unique application linéaire qui va convenir. C'est ça que ça dit. Ça dit que tu as une unique application linéaire telle que l'image des EI est égale au FI. Ok, les EI sont les éléments de la base, les FI sont absolument quelconques. Et donc, si tu connais les images des éléments de la base, tu as une unique façon de déterminer une application linéaire F qui, sur chaque EI, est égale à FI. Ok, d'accord. Ça va, ouais? Ouais, merci. Ok. Monsieur, Ouais. le dernier théorème, il a un rapport un peu avec les polynômes de Lagrange. Ça Oui. ressemble à... On peut. Alors attends. Est-ce que je peux. C'est un peu. Disons qu'on reverra, le que j'ai raconté sur les polynômes de Lagrange. On va le revoir dans le prochain chapitre quand on aura fait la dimension. Là, tel quel. Attends, je réfléchis quand même si on peut le voir directement, mais je suis pas tout à fait sûr. Parce que c'est un petit peu différent quand même. Ouais, on peut le voir, mais on peut le voir, ouais. On peut le voir, mais
On peut le voir, mais c'est un peu alambiqué. On verra d'autres théorèmes du même type qui te feront aussi penser au truc de Lagrange et pour lesquels ce sera naturel. Là, pour voir le théorème de Lagrange, enfin les polynômes d'interpolation de Lagrange avec ce truc-là, c'est un petit peu compliqué parce que dans euh, c'est un peu un truc. Donc ce qui se passe, c'est que l'interpolation de Lagrange, ça montre qu'il existe un polynôme qui vérifie certaines conditions. Et ces conditions-là, elles sont du type l'évaluation de P en quelque chose est égale à quelque chose, l'évaluation de P en autre chose est égale à autre chose, etc. Donc c'est des conditions qui sont en gros qui correspondent à des. Bon, enfin, je vais pas rentrer dans le détail. Je pourrais expliquer ça d'un point de vue linéaire, mais je vais vous perdre un peu et c'est pas vraiment c'est pas vraiment le point ici, mais on reverra en tout cas, on reverra en tout cas une façon de recomprendre le théorème de Lagrange quand ce sera beaucoup plus naturel. D'accord. Donc voilà, Merci. je t'en prie. Autre chose? Monsieur, Oui. pour les feuilles, on le fait. Je- J'entends un mot sur quatre à peu près. Qui parle? C'est Iris? Je t'ai déjà mis à 200%, donc euh, du coup, quelqu'un parle ou écrit? Ok, ils sont en train d'écrire, on attend juste les questions. Bon, en attendant, vous pouvez ouvrir la feuille d'exercice hein, et commencer à réfléchir. Dans la preuve pour les familles